les Occidentaux trouvent complètement normal que Israël se défende, détruise entièrement Gaza, tue des milliers de personnes. Enfin, les chiffres sont minimum 30 000 morts, ça monte à 45, 50 000 morts selon les sources. Et de toute façon, le nombre de personnes disparues, ensevelies, les charniers qui sont en train d'être découverts montrent qu'on est au moins à 40-45 000, donc sur une population de 2 200 000. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que si on ramène ça à la population de la France, on est à 1 200 000 morts. C'est-à-dire que proportionnellement à la taille de la France, on aurait ça. Et ça, c'est les morts. On a en estropiés, les chiffres qui sont communément acceptés, c'est 80 000 estropiés. Donc c'est des gens qui ont perdu un membre ou 2 membres. Voilà. Donc le nombre d'orphelins est considérable, d'enfants qui ont perdu tous leurs parents, et le nombre de parents qui ont perdu leurs enfants également. On a tous les jours au moins une femme enceinte ou un bébé de moins de 5 ans qui meurt à Gaza. Et c'est dans l'indifférence générale, parce que tout ça est justifié à cause d'otages et à cause des morts le 7 octobre. Et c'est ce qui est expliqué tant que ces gens-là existent. Voilà. Et les Russes, non seulement on leur dit, voilà, vous êtes victimes de terroristes, mais ils essayent d'interroger les terroristes. Et là, tous les médias disent, mais c'est horrible, ces Russes, regardez, ils ont maltraité les terroristes. Alors que nous, d'une part, on les assassine, et d'autre part, on va détruire le lieu où ils sont censés vivre. Alors qu'on apprendra sans doute un jour ou l'autre que les terroristes étaient tout autres. Et si on écoute certaines déclarations, on se rend compte que c'est véritablement quelque chose d'effrayant qui se passe aujourd'hui en termes de manipulation. Punishment of the crime of genocide in relation to the Palestinians in Gaza. Mais il faudrait résumer le problème sans rentrer trop dans les détails. Столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Il y a à peu près 3 semaines, le président russe disait que c'était bientôt la fin du bal des vampires. Et évidemment, pour moi qui suis allé sur le sujet du sang depuis longtemps et des lignées particulières, ou les lignées de vampires, en fait, les adorateurs du diable ou les khazars, mais aussi les sangs liés à la lignée du Christ, et j'y reviendrai rapidement dans cette capsule. Mais j'étais ravi, puisque évidemment quand quelqu'un comme Poutine, qui pèse chaque mot, qui ne parle jamais pour ne rien dire, et ça c'est vrai depuis bien avant qu'il devienne président, puisque c'était sa réputation, il n'y a qu'à lire les mémoires de Helsinki, mais aussi les personnes sérieuses qui l'ont croisé et qui en parlent. Quand il a dit la fin du bal des vampires, c'était un message qui était très clair et qui bien sûr était destiné à des personnes qui se reconnaîtraient. Comme de toute façon, Poutine ne passe que très rarement dans les médias occidentaux, dans le meilleur des cas, ils allaient s'amuser en disant Poutine a parlé de vampires, qu'est-ce qui lui arrive, il a perdu la tête, mais ça aurait permis de mettre un certain nombre de graines vu ce qui s'est passé depuis.
puisque depuis cette date-là, on a l'impression que c'était pas véritablement un bal, hein, c'était véritablement ce qu'on pourrait appeler une salsa du démon. Pour ceux qui ont connu à une époque le Colaro Show, eh bien, il y avait une chanson qui s'appelait la salsa du démon. Eh bien là, ça ressemble vraiment à ça, puisque ça part véritablement dans tous les sens comme un feu d'artifice, et un feu d'artifice dans lequel, évidemment, on a du mal à s'y retrouver. Alors évidemment, si on regarde les médias français, ils ne parlent que des choses qui nous font peur localement, selon ce qu'ils ont besoin d'attiser. Donc quand il y a une manifestation, entre guillemets, pour prendre en compte la souffrance des Palestiniens, évidemment, on va montrer en évidence les personnes qui pourraient tenir des propos déplacés, des propos dits antisémites ou des propos anti-français ou ce qu'on veut. Donc, toujours une manière de caricaturer uniquement dans un sens. De la même manière que, évidemment, l'insécurité est véritablement forte en France. Elle est à l'image de la saleté. Il n'y a qu'à se balader dans les rues de Paris pour se rendre compte qu'il y a un niveau de saleté inimaginable, au-delà du fait qu'il y a sans cesse des travaux partout à n'y rien comprendre, puisque dans certaines rues, en 4 ou 5 ans, 3 fois, les trottoirs ont été éventrés, comme si tout ça, il ne pouvait pas y avoir un minimum d'anticipation pour faire les travaux en même temps, comme quelqu'un de raisonnable ferait dans sa maison. C'est les poubelles, les égouts qui sont pleins de rats, etc. Et toujours cette espèce de mythe, une espèce de mythe comme quoi la Seine, les gens pourraient nager dedans, ce qui est évidemment absolument farfelu. Donc, je vais essayer juste de montrer un peu à quel point cette actualité a été touffue et la vitesse à laquelle on oublie des faits qui nous paraissaient majeurs. Et comme cette actualité est tellement folle, elle est faite pour qu'on oublie les choses, même les choses qui sont les plus importantes deviennent banales, puisqu'en fait, il n'y a plus aucune hiérarchie des faits. C'est-à-dire que une agression au couteau, une agression verbale, même un assassinat, en fait, devient 10 fois plus important qu'un attentat avec des personnes qui viennent d'Ukraine, manifestement, et qui repartaient et qui tuent 150 Russes. Un bateau cargo de la taille de la Tour Eiffel qui s'échoue sur un pont, on en parle à peine 1 ou 2 jours, mais circuler, il n'y a rien à voir. Le fait que tellement d'usines, de sites de production, d'engrais, d'alimentation brûlent, pareil. Tout est tellement touffu, tellement important qu'on ne parle quasiment plus de rien que des faits divers et aucun sujet n'est approfondi, ce qui fait que finalement les personnes qui regardent la télé ou même les personnes qui lisent les journaux ne savent plus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, comment hiérarchiser les choses et comment y voir clair dans ce que Poutine appelle un bal des vampires. Et donc, d'une part, je vais prendre un certain nombre d'événements qui se sont passés donc au cours des 3 dernières semaines, que je vais décrire de façon, j'espère, relativement synthétique. Et ensuite, j'essaierai d'expliquer comment, moi, je réussis à avoir une grille de lecture de ces choses-là et avoir une vision assez optimiste des temps futurs, entre guillemets, mais surtout ne pas me laisser parasiter par les fausses pistes à chaque fois qu'un événement majeur se passe ou qu'une déclaration a lieu. Puisqu'en fait, pour toute chose, il y a toujours des personnes qui essayent de diviser pour régner, comme on le verra. Par exemple, en ce qui concerne les pays des BRICS ou l'Arabie Saoudite, il y a toujours cette volonté de donner l'impression que l'Arabie Saoudite est en réalité unie complètement aux États-Unis, à Israël et finalement à l'Occident, et pas du tout avec l'Iran, la Russie ou la Chine. Et on se rend compte qu'à chaque fois, les personnes qui ont dit ça ont essayé de vous tromper, ont essayé de créer une confusion permanente dans votre capacité à comprendre les choses et les lignes de force et les lignes finalement de partage du monde contemporain qui sont en train de se mettre en œuvre.
Donc, première chose, alors je lis parce que j'ai pris des notes et donc je vais lire les notes. L'attentat de Crocus à Moscou a fait plus de 150 victimes et la plupart des terroristes de terrain, et j'insiste bien les terroristes de terrain, semblent avoir été capturés vivants. Ce qui est un immense changement, parce que rappelez-vous, en Occident, les terroristes, même seuls et désarmés après leurs actes, sont tués de centaines de balles par les forces d'élite, comme si personne ne voulait jamais les entendre parler. Et on sait très bien que souvent, quand il y a des enquêteurs indépendants, des journalistes, voire des anciens policiers ou gendarmes qui parlent, ils disent tous, mais c'était manifestement quelqu'un qui avait envie de nous dire qu'il avait été entraîné dans cette chose-là, qu'il avait été activé, et pas par des réseaux terroristes, mais par des réseaux, des services de renseignement, du pays dans lequel l'événement se passe ou d'autres pays. Donc c'est des personnes qui sont identifiées, alors on appelle ça parfois les MK Ultra, donc c'est des gens qui sont programmés pour faire un certain nombre d'actes, alors ça peut avoir lieu dès la jeunesse ou d'autres personnes qui vont être programmées plus jeunes, donc qui sont identifiées, et ce dont on s'est rendu compte immédiatement avec Crocus, c'est dès les premières minutes, il y a eu cette volonté de l'Occident et des États-Unis en particulier, mais la France également, de dire, voilà, c'est un attentat de Daesh. On a vu les images, les personnes ont un profil musulman et c'est clairement des personnes de Daesh. Alors évidemment, ceux qui peuvent vouloir dire ça, souvent, c'est des personnes qui savent très bien que plus on matraque une mauvaise information au moment où l'émotion est la plus forte, plus cette émotion va rester dans la tête des gens. Et donc ce Daesh, même si depuis la piste est complètement dégonflée, dans tous les pays d'Occident, c'est la seule chose que les gens ont retenue. Les personnes ont retenu que les islamistes étaient en guerre contre les chrétiens, donc la Russie chrétienne orthodoxe, et donc que c'était à nouveau une guerre de religion entre des fanatiques musulmans et des chrétiens. Mais c'est pas du tout ce que les Russes ont privilégié dans leur enquête. D'une part parce que ça n'avait pas de sens que les terroristes aient agi comme ils ont agi. D'une part, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils avaient l'intention de fuir, donc ils n'étaient pas du tout dans une démarche religieuse, fanatique, où ils allaient essayer de tuer jusqu'à la dernière cartouche pour faire le maximum de victimes. Là, on avait affaire, entre guillemets, à des personnes qui étaient préparées pour tuer, mais qui voulaient aller récupérer leur paye, et on l'a vu, qui voulaient également rejoindre leur famille, puisque la plupart d'entre eux étaient pères de famille de jeunes enfants, et comme ils ont été capturés vivants, on sait qu'ils ont travaillé pour de l'argent. Les Russes, depuis, ont montré que cet argent avait été transféré par des sociétés dans lesquelles les Occidentaux, et en particulier les Américains, ont des intérêts. Donc la société Burisma a été évoquée, mais de toute façon, ce que les Russes ont dit tout de suite, c'est que c'était la filière ukrainienne, puisque, extrêmement étonnamment, les terroristes ont tous sauté dans la même voiture pour fuir. Alors si vous avez déjà vu des films un peu sérieux avec des attentats ou autres, ou des cambriolages, évidemment, les personnes ne restent pas dans la même voiture, ils se fondent dans la nature, ils partent chacun de son côté pour se retrouver à un point de rendez-vous, mais qui est en général dans une zone sûre. Donc il y avait effectivement quelques centaines de kilomètres, mais ils avaient tout intérêt à être dans plusieurs véhicules, puisque comme ça, ils avaient l'espoir de ne pas être capturés. Donc l'idée, c'était véritablement de les assassiner pour qu'ils ne parlent pas, soit parce qu'ils auraient résisté aux forces de l'ordre russe, mais c'était compliqué parce qu'en fait, ils avaient abandonné, d'après tous les éléments qui ont été communiqués, les armes avant de prendre la voiture. Ça veut dire qu'ils allaient être des cibles très faciles à leur destination finale, qui était en Ukraine, puisqu'évidemment, il était hors de question de leur donner de l'argent et de permettre un jour à ce que cette filière soit remontée si eux-mêmes avaient fait des indiscrétions. Donc vous imaginez que les témoins, c'est un peu comme dans l'assassinat de JFK, ceux qui ont soi-disant tiré sur la gâchette disparaissent.
Les Russes savent très bien que l'incendie qui a eu lieu à Crocus ne peut pas avoir eu lieu juste avec des personnes qui étaient armées de mitraillettes, puisque c'est une salle de spectacle ultra moderne dans laquelle il y a des systèmes d'extinction des feux, etc. Et donc cet incendie qui a pris comme ça très spontanément et très rapidement a pu être préparé. Par ailleurs, on a découvert au fur et à mesure de l'enquête que les forces de police qui étaient, les forces de sécurité qui étaient à proximité de Crocus, ce jour-là, n'étaient pas armées. Alors qu'il y avait déjà eu des attentats déjoués, etc., mais ils avaient reçu des instructions pour ne pas l'être. De la même manière que la salle c'était un concert avec un groupe très particulier, je vous inviterai à regarder, mais un groupe à tendance assez sabbatique, satanique, un peu comme vous voulez, mais pas, c'était pas un récital où on va en famille, c'était plutôt des jeunes qui vont à ce genre de concert. Et quand on a vu de toute façon les images des gradins, on voit bien que c'était une foule relativement jeune. Et donc cet incendie a permis à tout le monde, parmi les terroristes, de s'échapper, puisqu'en fait, il y avait tellement de personnes dans la salle, je crois qu'il y avait 5 ou 6 000 personnes, que les portes ont dû être grandes ouvertes pour éviter que tout ce monde meure dans les flammes, puisqu'il y a énormément de personnes qui sont décédées des suites de l'incendie. L'incendie, à peu près les 2 tiers de la structure sont tombés. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que dès les premières heures, on avait tout l'Occident qui disait « c'est Daesh ». Et donc ce sont les ennemis, alors sous-entendu peut-être des Tchétchènes, peut-être des minorités musulmanes de Russie. Les Russes n'y croyaient pas et moi assez vite j'ai dit voilà, à mon avis, les suspects sont évidemment l'Ukraine, mais vraisemblablement des services de renseignement des alliés de l'Ukraine et donc a fortiori vu la proximité entre le gouvernement, le régime de Kiev et la France avec Macron, puisqu'on se rappelle quand même que Zelensky ne suivait qu'une personne sur Twitter avec sa femme au début de l'opération spéciale, c'était Emmanuel Macron et sa femme. Puis finalement, il a arrêté de suivre Emmanuel Macron et son compte ne suit plus bon, enfin tout ça, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là, mais c'était un détail qui avait été assez significatif quand ça avait été relevé, de dire mais pourquoi est-ce qu'il suit Emmanuel Macron et pas Joe Biden ou pas un autre chef d'État ou son chef d'état-major ou quelqu'un comme ça. Et donc il y avait évidemment des possibilités américaines, françaises, anglaises, allemandes, mais aussi parce que étonnamment en fait la salle appartient à quelqu'un de la famille du président d'Azerbaïdjan. Et donc il y avait une piste de ce côté-là, et surtout qui dit Azerbaïdjan dit Mossad Israël. Et on sait que sur ce genre d'opération spéciale, avec activation de terroristes plutôt à profil islamique, les services secrets qui sont les meilleurs pour faire ce type d'opération sont les services anglais, les services israéliens et également les services français. Donc on a là plus 3 services qui ont cette capacité historique et cette réputation pour différentes raisons. D'une part parce que c'est l'environnement dans lequel ils ont l'habitude de travailler depuis presque depuis qu'ils existent, et il y a une tradition. Et puis c'est un peu comme le 11 septembre, il y avait toutes ces affaires d'assurance quand il y a un attentat terroriste qui touchera l'assurance de l'incendie complet de la structure, qui avait les plans, qui. Alors évidemment, je soupçonne pas ces gens-là du tout. J'émets juste des hypothèses en disant, bah voilà, quand on cherche, vous savez, c'est comme quand une femme est assassinée, ben voilà, même si le mari a rien fait, on est obligé d'interroger le mari parce qu'il fait partie des personnes soupçonnées et soupçonnables, et on vérifie qui a ou pas un alibi. Donc c'est comme ça.
Donc il faut être sérieux, il ne faut pas exclure de pistes. Et quand quelqu'un, quand tout le monde dit voilà, c'est forcément Daesh, c'est extrêmement bizarre puisque l'enquête n'a pas eu lieu. Et je vous rappelle d'ailleurs, dans le genre l'enquête n'a pas eu lieu, que pour les attentats d'Annecy, on n'en sait pas beaucoup. Pour ce qui est de Notre-Dame, c'est pire, mais il y a tellement de lieux religieux qui sont incendiés régulièrement ou de lieux symboliques dans l'imaginaire collectif, ça devient normal que des lieux comme ça brûlent. Et on oublie que le système de sécurité de Notre-Dame était véritablement le plus au point au monde. Il venait d'être changé, il y avait des personnes en permanence sur les lieux. Il n'y avait pas d'archives, de documents, de choses inflammables, à part des poutres énormes en chaîne multicentenaires. Et ça ne brûle pas comme des fétus de paille. Donc, et c'était pareil pour Crocus, hein, structure moderne, donc qui ne brûle pas comme ça. Et bizarrement, assez vite, dans les jours qui suivent, le ministre des Affaires étrangères, non, le ministre de la Défense française, Le Cornu, appelle son alter ego Shoigu, et cet appel paraît si surréaliste à Shoigu, et les questions qui lui sont posées, les informations qui justifient l'appel. Mais en réalité, le Cornu appelle pour dire nous on a plus ou moins des informations, pense que c'est Daesh. Et Shoigu, presque naturellement, lui dit mais vous savez, comme un père de famille qui dirait ça à son enfant, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas lié au dossier. Donc tout ça part dans tous les sens, vous savez, c'est lié à toutes ces affaires de valises ou de cartables avec toutes les informations secrètes de l'organisation des JO qui disparaissent dans un train, et évoquer évidemment les Russes, comme ils sont pas invités, ils ont l'intention de saboter les Jeux Olympiques et c'est vraisemblablement eux. Enfin, vous savez, toujours cette manière de dire c'est Daesh, c'est les Russes, et de le dire tellement et de le répéter comme si c'était une évidence parfaite que ça va rentrer dans les esprits. Toujours est-il que l'enquête russe avance vite, donc ils ont trouvé les filières de l'argent, ils ont trouvé d'autres personnes, ils ont trouvé une filière de Daesh en Turquie, puisqu'ils se sont remontés jusqu'à la Turquie. Depuis, on ne sait pas trop, puisqu'évidemment, c'est le genre d'enquête très confidentielle. Mais très vite, la piste du Tadjikistan, puisque la plupart des terroristes arrêtés, qui ont vraiment été mis en avant, étaient du Tadjikistan, a été évidemment éliminée, puisque s'ils sont du Tadjikistan, c'est que il faut pas regarder le Tadjikistan. C'est quand c'est trop évident comme ça, c'est que c'est pas eux les coupables. Mais ce qui est assez fascinant, et on verra, il faut bien avoir cette histoire de Crocus en tête avec l'Azerbaïdjan, et on va voir qu'avec les événements qui vont se passer plus tard entre Israël, Iran, et le lien entre Israël et l'Azerbaïdjan, et le jeu en Géorgie, en Arménie, que tout ça, finalement, ça participe d'un espèce de chaos qui se met en place au sein de la Russie, ou d'une volonté de chaos au sein de la Russie, et une volonté d'encerclement de plus en plus forte et de plus en plus nette de l'Iran. Donc on est véritablement, avec Crocus, dans une stratégie de domino qui ne peut être mise en œuvre que par des États extraordinairement bien organisés, puisque c'est des choses qui sont prévues des semaines en avance. On a retrouvé dans les téléphones des messages, des photos, des repérages, des supervisions, etc. Les terroristes n'ayant pas été tués, ils ont énormément parlé. Et surtout, les Russes ont montré qu'ils ne faisaient absolument pas semblant de faire des interrogatoires feutrés. Alors, ce qui est hallucinant, c'est que c'est le plus gros attentat qu'il y a eu en Russie depuis les attentats des années 90 avec les Tchétchènes. Et on pourrait revenir sur qui activait les Tchétchènes pour les attentats à cette époque-là.
Et je pense que beaucoup seraient particulièrement surpris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la relation d'ailleurs entre les Tchétchènes, qui sont musulmans, comme on a eu l'occasion de le voir avec Kadyrov à maintes reprises depuis le début de l'opération spéciale, sont très proches des Russes. Mais ce qui est frappant, c'est que cet attentat, les médias ont reproché aux Russes de traiter mal les prisonniers. Et c'est complètement abject et aberrant, puisqu'on a plus de 150 personnes et des centaines de blessés, donc mortes, des centaines de blessés dans cette structure de Crocus, blessés par balles, innocents, ils étaient tous à un spectacle. Et on sait que depuis, il y avait beaucoup d'attentats qui ont été déjoués, qui étaient en cours de préparation. Et pour quelques milliers d'euros. Alors, c'est des attentats qui coûtent des millions d'euros, mais ceux qui portent la petite part visible de l'attentat, eux, n'étaient pas payés beaucoup. Ceux qui sont moins visibles, évidemment, ont reçu beaucoup plus d'argent. Ou alors c'était leur métier, puisqu'ils font partie de services d'opérations spéciales dans les pays impliqués. Mais le 7 octobre, donc on a évidemment plus de morts, puisqu'on a un total de 1200 morts. On a également des otages, donc on a des morts nombreux qui sont des militaires, puisque sur le chemin pour aller aux civils, il fallait qu'il y ait des militaires. Je ne vais pas rentrer dans le détail du 7 octobre, qui a beaucoup d'informations qui sortent depuis et qui montrent à quel point il faut regarder avec beaucoup de recul cet événement, tellement il y a de bizarreries, entre guillemets, en amont, pendant l'événement et depuis l'événement, pour le prendre pour argent comptant, par rapport à qui sont les instigateurs de l'événement. Mais les Occidentaux trouvent complètement normal que Israël se défende, détruise entièrement Gaza, tue des milliers de personnes. Enfin, les chiffres sont minimum 30 000 morts, ça monte à 45 50 000 morts selon les sources. Et de toute façon, le nombre de personnes disparues, ensevelies, les charniers qui sont en train d'être découverts montrent qu'on est au moins à 40-45 000, donc sur une population de 2 200 000. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que si on ramène ça à la population de la France, on est à 1 200 000 morts. C'est-à-dire que proportionnellement à la taille de la France, on aurait ça. Et ça, c'est les morts. On a en estropiés, les chiffres qui sont communément acceptés, c'est 80 000 estropiés. Donc c'est des gens qui ont perdu un membre ou 2 membres. Voilà. Donc le nombre d'orphelins est considérable, d'enfants qui ont perdu tous leurs parents, et le nombre de parents qui ont perdu leurs enfants également. On a tous les jours au moins une femme enceinte ou un bébé de moins de 5 ans qui meurt à Gaza. Et c'est dans l'indifférence générale, parce que tout ça est justifié à cause d'otages et à cause des morts le 7 octobre. Et c'est ce qui est expliqué tant que ces gens-là existent. Voilà. Et les Russes, non seulement on leur dit, voilà, vous êtes victimes de terroristes, mais ils essayent d'interroger les terroristes. Et là, tous les médias disent, mais c'est horrible, ces Russes, regardez, ils ont maltraité les terroristes. Alors que nous, d'une part, on les assassine, et d'autre part, on va détruire le lieu où ils sont censés vivre. Alors qu'on apprendra sans doute un jour ou l'autre que les terroristes étaient tout autres. Et si on écoute certaines déclarations, on se rend compte que c'est véritablement quelque chose d'effrayant qui se passe aujourd'hui en termes de manipulation. Donc on a vu le 11 septembre, maintenant il y a quand même de plus en plus de personnes sérieuses qui doutent des missions sur la Lune, y compris Vladimir Poutine qui, en interrogeant les outils d'intelligence artificielle qui lui disent tous les documents qui concernent la Lune sont des documents faux et qui sont fabriqués par l'homme, et qui dit intéressant. Évidemment, c'est ce qu'il expliquait dans l'interview avec Tucker Carlson, il peut pas dire j'ai toujours su, et les Russes, on a toujours su que c'était faux, parce qu'en fait, ce serait un tel choc que la plupart des gens voudraient même plus l'écouter. Donc, ils se contentent de dire un petit laconique. Voilà, il avait expliqué avec Tucker Carlson que face aux médias occidentaux, c'était vain d'essayer de dire quelque chose d'autre que ce qu'ils disent,
parce que de toute façon, ce sera noyé et ça coûtera tellement cher de réussir, ne serait-ce que sur un événement, de rétablir une toute petite part de la vérité. La machine des médias fera oublier cette vérité avec les 50 mensonges suivants. C'est ce que j'expliquais de dire depuis le début. C'est-à-dire que l'information va si vite, elle est si peu hiérarchisée, elle est si peu explicitée, elle est si peu documentée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais le temps de comprendre, entre guillemets, ce qui s'est passé. On vous impose. Donc on vous dit, le 7 octobre, c'est le plus grand pogrom. Et les gens en Israël disent, mais on voudrait comprendre comment ça a été possible. Et réponse de Netanyahou, on le fera après la guerre. Vous imaginez si ils se sont trompés de coupable ou de responsable ou de machin. Alors, évidemment, on a vu tous les gens triomphants rentrer avec des otages. Mais on se rappelle aussi toutes les bizarreries de cette vieille otage qui a été prise et puis qui est libérée le soir même. Et puis, il y a eu tellement de choses extrêmement bizarres. Des interviews, puis d'autres interviews, des déclarations, puis d'autres déclarations, et puis des vieilles déclarations sur le fait que c'était intéressant de financer le Hamas, parce que ça divisait, parce que c'était une image de terroriste, parce que ce serait utile, parce que tout ça, c'est des stratégies qui sont établies à long terme, mais qui sont dans un bruit très bas et qui fait qu'en fait, on ne s'en rend pas compte et on ne comprend pas. Donc, l'attentat de Crocus, énorme choc, mais qui était complètement oublié. Je vous rappelle, les attentats de Charlie Hebdo, c'était nettement moins de monde, mais le monde entier était en deuil, tout le monde mettait « Je suis Charlie », les manifestations, les ceci, les cela, les attentats de Crocus, on n'en parle pas. La France a mis, je crois, Macron a dû mettre une journée pour les condoléances, alors que la veille, il y avait eu la mort, le décès de Frédéric Mitterrand, et il avait fait un tweet d'une 50aine de lignes, enfin un tweet immense, pour dire à quel point c'était un homme formidable, comme à peu près tout le monde. Alors qu'il y a quand même une ambiguïté autour de François Mitterrand. C'est peut-être quelqu'un de sympathique, d'intelligent, etc. Mais c'était aussi un personnage éminemment corrosif par rapport à sa relation avec les enfants. Mais on sent qu'il y a une volonté de normaliser les relations avec les enfants. Et je ne vais pas parler du couple Macron, mais il y a des choses quand même qui sont très troublantes. Jusqu'au garde des Sceaux quand même, qui a eu ses lettres de noblesse à outreau, où il a réussi à innocenter les parents, mais tout en disant que les enfants n'avaient pas menti. Donc soit les enfants ont menti et les parents sont innocents, soit les enfants n'ont pas menti et les parents sont coupables. Donc lui, il a réussi quelque chose de formidable. Donc moi, je ne connais pas tous les détails du dossier, mais c'est complètement flippant de se dire que voilà, on a des personnes qui sont spécialistes de ces questions-là, qui sont au gouvernement. C'est assez inquiétant. Au cours des dernières semaines, la Chine et la Russie ont montré leurs usines dans lesquelles elles fabriquent des missiles et des chars à la chaîne. C'est-à-dire que les deux pays fabriquent presque aussi vite des missiles ou des chars que la France fabrique des obus de mortier. Alors évidemment, des obus de mortier, c'est compliqué, hein. C'est pas juste un truc de métal avec une charge, c'est des choses qui vont à 40 km. Alors il y a différentes charges, c'est des choses très techniques, ça se joue au millimètre près de taille entre l'obus, le canon, etc. Et pourquoi on fabrique ça si lentement en France? Parce qu'on n'a pas de personnes qui ont ces compétences. C'est-à-dire qu'on est un pays dans lequel tous ces métiers un peu manuels, etc., ces connaissances, ces usines dans lesquelles on avait le sens du travail bien fait, du métal, etc., tout ça, ça a disparu. C'est des compétences qui sont parties et qu'on n'a plus. Donc la France avait fabriqué un char qui, je me rappelle, dans ma jeunesse, c'était il y a vraiment longtemps, le char Leclerc. Je crois qu'on n'en a même plus, même pas une dizaine qui sont opérationnels. Et pourtant, on menace la Russie de leur faire la guerre. Alors oui, on aurait entre 100, 200, peut-être 300 ogives nucléaires. L'essentiel est censé être dans nos sous-marins. On devrait en avoir 3 en permanence en mer. On en a en principe 1 ou 2 peut-être. Et ce qui est relativement insuffisant parce c'est difficile d'imaginer qu'ils ne sont pas au moins localisés
en permanence pour plein de raisons. Donc les Russes nous montrent ça, la Corée du Nord montre des missiles intercontinentaux qui sont capables d'atteindre les USA avec une charge nucléaire. Donc vous imaginez, depuis l'époque de la normalisation des relations réussies avec Trump, eh bien, il n'y a plus aucun dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais bon, les États-Unis ont un peu oublié la Corée du Nord parce qu'ils réussissent pas à gérer tellement de choses avec leur président véritablement vieillissant, pour ne pas dire complètement diminué. Mais maintenant, la Corée du Nord a l'arme atomique, a des missiles balistiques et a des missiles balistiques hypersoniques qui ressemblent d'ailleurs très fortement aux missiles russes et donc ils sont capables d'aller à vitesse hypersonique à peu près n'importe où aux États-Unis. Ce qui veut dire qu'évidemment, la Corée devient un pays éminemment respectable et respecté. Et donc on voit l'intérêt pour un certain nombre de pays qui sont harcelés, hein, prenons le cas de l'Iran, de reconsidérer éventuellement leur politique nucléaire. Sachant qu'en Iran, il y a une fatwa contre le nucléaire. Et donc il faut être très mal informé de l'Iran pour ne pas savoir que l'Iran, et d'une façon générale les pays musulmans, alors c'est pas le cas du Pakistan, mais il y a cette une notion que le nucléaire c'est véritablement une arme diabolique, c'est une arme de l'apocalypse et donc les croyants musulmans ne veulent pas avoir en main l'arme de l'apocalypse. Voilà. Donc dans la région, il y a évidemment Israël qui en a, alors c'est vraiment un secret de Polichinelle. Les chiffres les plus sérieux disent qu'il y en a une cinquantaine, voire 70, mais vu le nombre de porte-avions nucléaires avec des armes nucléaires américaines qui sont en Méditerranée, en mer Rouge et dans le Golfe Persique, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'armes nucléaires dans cette région. Et d'ailleurs, les Polonais ont récemment annoncé qu'ils étaient prêts maintenant à accueillir des armes nucléaires sur leur sol. Ça arrivera bientôt pour la Suède, pour la Finlande, et là on verra comment effectivement les Russes réagiront à l'idée d'avoir des armes nucléaires aussi proches de leur ville de Saint-Pétersbourg et de leur ville de Moscou, puisqu'en fait, avoir des armes nucléaires aussi près des capitales fait que les pays ne peuvent plus se défendre selon leur procédure actuelle qui demande à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour engager en fait une riposte nucléaire. Donc ça, c'est le gros avantage des États-Unis qui sont loin, entre guillemets, de tous les théâtres de guerre qu'ils alimentent partout. Proche-Orient, Europe, Asie, Afrique, partout, ils sont même en Amérique du Sud, partout ils créent entre guillemets le chaos et la division, mais ils s'assurent que au Canada, au Mexique et évidemment à Cuba, il ne se passe rien. Mais imaginons que le Mexique rejoigne les BRICS, qu'il y ait des contrats militaires qui se nouent et que des bateaux russes aillent croiser là-bas. Je ne pense pas que les Américains seraient très heureux. Mais bon, tout ça, évidemment, quand on connaît les torpilles géantes, les missiles hypersoniques russes, bon, ça devient relativement anecdotique, sachant que je crois qu'ils doivent avoir 12 000 têtes nucléaires et qui sont, pour une grande partie, complètement modernisées. Puisqu'en fait, au cours du cycle Poutine, donc depuis 20 ans, la Russie a complètement modernisé son arsenal nucléaire, ce qui n'est pas du tout le cas des Américains qui ont un arsenal extrêmement obsolète, mais qui est très proche de la Russie. Alors que l'arsenal russe est relativement loin des États-Unis. Donc, on a eu Chine, Allemagne, Corée qui montraient des armes, et on a aussi eu des officiers allemands supérieurs, des généraux allemands, qui se sont fait prendre à expliquer comment ils pourraient aider à détruire le pont de Kerch, comment ils pourraient aider les services secrets ukrainiens. Donc, vous imaginez, c'est une information qui est colossale. C'est-à-dire qu'un pays qui dit ne pas être en guerre avec la Russie a ses officiers généraux qui sont en train de fomenter un acte de guerre extrême contre une puissance nucléaire, tout en disant je fournis éventuellement des armes, mais je suis pas en guerre. Donc il faut bien réaliser
l'importance de ça. Mais c'est quelque chose qui est tellement important que ça a été complètement banalisé. Il s'est passé plein de choses. Contre-feu, Macron disant que il enverrait des troupes au sol en Ukraine. Et donc c'est ça qui a fait un peu le débat. Et on en a oublié ce qu'avaient dit les Allemands. Évidemment, les Russes ne l'ont pas oublié. Et donc ils ont demandé des explications aux Allemands. Ils savent très bien qu'ils ne les recevront pas, puisque c'est toujours pareil. Les actes se font, il n'y a jamais de réponse. Il s'était passé la même chose avec les affaires Skripal, le MH, l'avion de Malaysia qui s'était écrasé, etc. Il y a des conclusions qui sont données, mais on ne donne jamais les éléments, ou pour les enquêtes de Nord Stream, enquête à laquelle les Russes n'avaient pas pu avoir accès, et ils ne pouvaient même pas avoir accès au site. Et je rappelle à titre anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça, que les compagnies d'assurance anglaises ont décidé de ne pas assurer Nord Stream. Pourquoi ? Alors, Nord Stream, on parle de milliards. En fait, 10, 20 milliards de montants qu'auraient dû payer les assurances. C'est beaucoup plus que les tours jumelles. Eh bien, les assurances se sont basées sur une enquête d'un consortium de journalistes financés par Gates, Soros, l'Occident, etc., disant que finalement, la piste la plus crédible, c'était la piste ukrainienne et pilotée par l'ancien chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Et donc, acte de guerre lié à la guerre entre la Russie et finalement l'Ukraine, mais quelque part la Russie en guerre avec l'Occident, et donc l'Occident n'a pas de raison légitime de payer à la Russie quelque chose qui fait partie finalement d'une guerre. Alors que d'une part, la Russie est en opération spéciale, que l'Ukraine n'a jamais bombardé le moindre des gazoducs qui traversaient son territoire, que ce gazoduc a principalement empêché l'Allemagne de réfléchir de façon posée à la nature de sa relation avec la Russie, puisque si les Allemands avaient eu cette possibilité de Nord Stream et de ne pas se retrouver dans la situation dramatique dans laquelle ils sont, peut-être qu'ils auraient été moins prolifiques dans la direction de la guerre, qui est finalement leur seule alternative pour que leur taux d'intérêt ne monte pas trop vite, pour que leur voiture continue à se vendre aux États-Unis, pour recevoir du gaz ou autre avec la bénédiction des Américains. Et on sait très bien à qui profite tout ça, mais je ne vais pas développer cet aspect-là. Mais c'est quand même vraiment significatif. Donc les Allemands ont demandé des explications, enfin les Américains ont demandé, les Russes ont demandé des explications aux Allemands. On verra s'ils le recevront de la même manière que les Russes ont dit aux Français que s'il y avait des troupes de l'OTAN, et en particulier des troupes françaises, elles seraient des cibles totalement privilégiées des forces russes, et que d'ailleurs, selon elles, l'article 5 ne s'appliquerait pas, puisque l'article 5 s'applique quand ça se passe sur le territoire d'un pays, et pas sur les troupes d'un pays dans un autre territoire. Mais de toute façon, on voit que l'avancée russe sur le front est véritablement extrêmement rapide. Maintenant, tous les médias le disent. Ils disent même que malgré les 81 milliards promis par les États-Unis à Kiev et qui viennent d'être votés dans des circonstances vraiment très particulières, j'y reviendrai, n'inverseront pas les choses, mais pourraient ralentir, entre guillemets, l'avancée des forces russes. Forces russes qui pourraient assez vite maintenant conquérir en tout cas la ville de Kharkov, puisqu'il n'y a plus d'électricité, une grande partie des habitants ont quitté, et là on sent que Kharkov va être une bataille assez particulière, puisque c'est une très très grande ville, c'est la deuxième ville la plus peuplée, et donc ça veut dire énormément de rues, énormément d'immeubles, énormément de sites industriels et autres. Donc Mariupol, on se rappelle tous cette campagne extrêmement difficile, donc la campagne de Kharkov sera dure, et d'autant que c'est là que sont certains des officiers supérieurs depuis le début de l'opération spéciale, les plus chevronnés d'Ukraine. Est-ce que la Russie essaiera d'aller à terme vers Odessa? Tout ça n'est pas du tout impossible.
Je pense qu'à chaque fois que Vladimir Poutine s'exprime et sa diplomatie, c'est toujours pour dire que la paix est toujours sur la table, mais c'est clair que les Russes sont les seuls à vouloir la paix. Le peuple ukrainien veut la paix, mais il n'a pas la possibilité de s'exprimer. Il ne peut même pas faire des élections parce qu'elles ont été annulées. Et j'y reviendrai, et il n'y a pas d'autres élections prévues. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui se sont passées au cours des 3 dernières semaines. Enfin, on savait que les élections n'auraient pas lieu, mais se dire qu'un pays qui n'est plus une démocratie, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de presse, reçoit 81 milliards pour défendre la démocratie, c'est quand même assez savoureux de se dire, mais comment est-ce qu'ils peuvent dire ça et se regarder dans la glace et considérer que les gens qui les écoutent se rendent pas compte de la supercherie. Les gens se rendent pas compte de la supercherie parce que ça va trop vite. Tout le monde a oublié en fait cette information. Parce qu'au milieu de toutes les autres informations, on oublie ces informations extraordinairement importantes. Dans cette espèce de brouhaha, il est fait pour qu'on oublie justement les choses importantes. Mais bon, les 91 milliards ne seront pas perdus pour tout le monde. On sait très bien qu'il va y avoir un cycle de vraisemblablement de blanchisserie d'argent. Il y a eu un jeu très bizarre des partis, puisque le Parti républicain en majorité était contre cette aide, pour plein de raisons. C'était pas du tout dans la politique d'ailleurs de Trump. Bon, même si sur ces questions-là, il est en campagne électorale, donc il regarde aussi un peu quelle est sa capacité à expliquer, parce qu'il est pris par des procès qui lui prennent l'essentiel de son temps et de son énergie. C'est-à-dire vraiment au cœur de sa campagne, le président Trump comparaît chaque jour dans un procès au tribunal criminel de New York, devant lequel d'ailleurs un homme s'est immolé il y a quelques jours, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. Donc le speaker Johnson a pris sur lui, avec une minorité des républicains, de voter comme les démocrates toutes les aides. Donc les aides vers l'Ukraine sont des aides un peu bizarres en fait, qui profitent surtout aux Américains. C'est-à-dire il y a 26 milliards pour racheter aux Américains des armes que les Américains avaient déjà données mais qui ont été détruites ou utilisées. Donc c'est la machine de guerre américaine qui continue à vendre ses vieux produits pour en fabriquer des nouveaux, puisqu'en fait ce qui est donné à l'Ukraine ce ne sont pas les meilleurs produits, c'est des vieux chars Abrams qui ont 10, 20, 30 ans qui sont vendus, et donc les Américains doivent en préparer des plus modernes pour eux, si vous considérez que les chars c'est un instrument de guerre utile. Mais en tout cas, c'est de l'argent qui va arriver en Ukraine, qui va sans doute repartir partout. On se rappelle quand il y avait eu le scandale de FTX, que il y avait avec les monnaies blockchain énormément d'argent qui circulait et qui permettait de remercier beaucoup de monde. Et 26 milliards pour Israël. Et là pour le coup, c'est pas du tout le même schéma qu'avec l'Ukraine. C'est véritablement un encouragement à continuer cette politique qui est assez jusqu'au boutiste, comme on le verra également un peu plus tard. Alors, au cours des dernières semaines aussi, les femmes ont été très présentes dans les médias, en particulier Brigitte Macron, qui n'en est peut-être pas une, alors pas dans tous les médias, mais dans les médias alternatifs. Donc on a la date du procès de Natacha Ray au sujet du genre de Brigitte Macron, qui a été avancée d'1 an et qui sera finalement mi-juin 2024, juste avant les Jeux Olympiques. C'est quand même une date assez étonnante. Alors les magistrats ont dit que oui, c'était légitime d'avancer la date autant, c'est-à-dire de laisser finalement très peu de temps pour se préparer, parce que, alors qu'en plus Natacha Ray a un cancer qui, semble-t-il, est assez avancé. Mais pourquoi ? Parce que la réputation de Brigitte Macron souffrirait trop du fait que cette affaire prospère. Et effectivement, cette affaire prospère avec en particulier fait et document de Xavier Poussard, mais qui est quelqu'un qui a dû être exilé pour pouvoir survivre face à beaucoup de menaces et beaucoup de pression. Il a fait d'impressionnants dossiers pour documenter cette affaire, et surtout Candace Owens, donc une blogueuse américaine proche
de Trump et donc de la mouvance patriote américaine, qui a fait 2 émissions très vues et vraiment retentissantes sur le sujet, auxquelles elle mettait sa carrière en jeu sur le dossier. Eh bien, elle travaillait dans un média qui s'appelle le Daily Wire, dont elle a été virée du jour au lendemain, et cette vidéo a été supprimée de tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens qui avaient cette vidéo en ligne sur le compte, c'est-à-dire qu'ils l'avaient mis sur leur compte X, éventuellement une version traduite ou des versions avec des montages, ont reçu tous des messages de X leur demandant de supprimer la vidéo, et tant que la vidéo n'était pas supprimée, compte tenu de problèmes de droit d'auteur, leur compte était désactivé. Pareil sur YouTube, pareil partout. Donc on voit que c'est une affaire, et ça c'est en lien avec les dossiers Viginum, qui est véritablement extrêmement importante, et il y a des fortunes colossales qui sont mises en jeu pour ne pas qu'elles soient mises sur la place publique. Pourquoi ? Bien parce que si le grand public apprenait qu'il y avait des mensonges de cette taille-là à la tête des États, et donc des mensonges dans lesquels finalement tous les pays sont complices, parce que c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'il n'y a pas des services secrets, en tout cas américains ou d'autres pays, informés de quelque chose d'aussi incroyable que ça, et qui n'aurait pas révélé ces informations. Alors, beaucoup s'étaient amusés avec l'absence de baise-main de Charles. Eh bien, cette absence de baise-main de Charles, on a vu, la famille royale d'Angleterre souffre beaucoup, et j'y reviendrai rapidement. Mais bon, dans les autres femmes qu'on voit beaucoup, on voit de plus en plus en couverture de magazine la veuve de Navalny, donc qui est présentée un peu comme une alternative démocratique à Poutine. Alors, de quel droit, voilà, femme 2, femme 2, femme 2, femme 2. On a la femme de Zelensky qui est partout, alors qui défraye un peu la chronique, parce qu'il y a un journaliste qui lui demandait mais qu'est-ce qu'ils ont perdu les Ukrainiens, et elle avait fait un sourire genre je sais pas, mais c'était comme si ça l'amusait en fait, cette question, comme si c'était une question extrêmement bizarre. Et on voit aussi la femme de Joe Biden qui fait campagne, puisque lui-même ne fait pas beaucoup campagne. Moi, je trouve ça formidable de mettre en avant les femmes et qu'elles soient en lumière, et qu'on voit à quel point elles peuvent être importantes à la fois dans un couple, mais en tant que personne. Mais je m'interroge sur la légitimité de mettre en avant à chaque fois des femmes qui sont des filles d'eux, des sœurs d'eux, des femmes d'eux, des maîtresses d'eux. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères de choix pour mettre en avant des femmes ? Est-ce que le système ne met en avant qu'un certain type de femmes, en tout cas au sommet? Et encore une fois, quelle est la légitimité de ces femmes-là pour, à part celle que leur attribue la presse et les autres acteurs politiques, puisque la femme de Navalny, on se rappelle, à la conférence de Munich, où elle était fortuitement, bref, j'avais évoqué ça, après de passer voir son futur mari mort, elle était passée le voir quasiment la veille, et elle lui avait laissé pas mal de produits, et elle était attendue pour être speaker à une conférence de paix. Voilà, donc tout ça c'est vraiment étonnant, mais en réalité c'est presque anecdotique, parce qu'il y a tellement d'autres problèmes plus importants. On parle finalement assez peu dans les grands médias, ou très peu, un mort d'effets secondaires, alors qu'on voit des images un peu partout de sportifs qui tombent, jeunes, dans la force de l'âge. Et si vous regardez la télé, vous avez sans cesse des pubs sur si vous sentez vos chevilles gonflent, votre cœur vous fait mal, vous avez du mal à monter un escalier, vous avez un problème de cœur, vous devriez aller vous consulter. Et on se rend compte qu'on a véritablement ça. On a également une hausse considérable de la mortalité chez les jeunes, et qui ressemble quasiment à des circonstances de guerre, mais aussi des nombres de cancers et de la vitesse à laquelle ils vont. Donc tout ça, évidemment, ne touche pas tout le monde, puisqu'on découvre maintenant que les compagnies avaient fait des alertes sur certains lots, mais en réalité, on découvre aussi que les compagnies n'avaient aucune idée de la manière avec laquelle les lots étaient fabriqués. Donc tout ça, c'est surréaliste,
personne ne sait ce qu'il y a dedans, personne ne sait ce que ça fait, ou tout le monde subodore que ça pourrait faire d'autres choses. Mais les campagnes recommencent. Vaccinez-vous, vaccinons-nous, vaccinez les enfants, 15 vaccins à la naissance. Enfin, c'est le délire. Et ça, c'est rien qu'un tout petit pas, puisque on sait que l'OMS, dans les semaines qui viennent, est dans une forme d'indifférence générale, puisqu'encore une fois, ce brouhaha fait que les grosses choses comme ça avancent sans aucun problème. Donc l'OMS va prendre notre santé en main s'il y avait une crise majeure qui se produisait. Ça plaisantera plus. Et là vraiment je suis terrifié parce que ça veut dire que c'est les gens qui contrôlent les médias ou qui contrôlent l'OMS, donc en particulier Bill Gates, la famille Soros, les Obama, les gens comme ça, en fait Clinton, qui contrôlent les ONG et qui vont finalement contrôler complètement la politique de santé mondiale avec évidemment la CIA, le Pentagone, etc. Donc que feront les Chinois, que feront les Russes ? On sait très bien que tout ça c'est compliqué parce que ils n'ont pas envie de déstabiliser, parce que c'est intéressant quand même, l'OMS, c'est pas quelque chose qui est a priori négatif, ce sont des bons outils. Mais le problème, ce sont des outils qui sont mis entre les mains de personnes qui, c'est comme la Banque mondiale, c'est comme les Nations unies, avec la manière avec laquelle, par exemple, les États-Unis utilisent en permanence leur droit de veto, ou que les décisions qui sont prises contre Israël ne sont jamais respectées parce qu'en fait, il n'y a jamais de sanctions. Eh bien, on se rend compte que les outils sont dépravés par un certain nombre d'acteurs qui sont toujours les mêmes, qui veulent les utiliser, et là, 10 fois au-delà de ce qu'on leur donne pour détruire la Libye ou autre, mais qui refusent, quand c'est légitime, d'appliquer les règles de ces outils. Alors j'en profite quand même pour vous dire, il faut liker la vidéo, il faut la partager, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez me rencontrer ou si vous voulez découvrir le miel que je propose régulièrement dans les vidéos, qui est un miel assez formidable. Et j'ai rencontré une nouvelle famille d'apiculteurs récemment, qui m'avait été recommandée par mon apiculteur traditionnel, qui est une famille de Jura, et qui fait aussi de la transhumance jusqu'à la Drôme. Et donc, miel de sapin extraordinaire, miel de lavande, miel de montagne. Bref, la panoplie s'étoffe. Et donc je vous recommande tout ça parce que pour moi c'est véritablement important de faire découvrir ces produits dont la France peut être très fière. Et d'ailleurs dans plein de pays du monde il y a aussi des miels formidables, et j'espère que petit à petit je vais pouvoir élargir ça pour véritablement trouver le moyen de structurer les choses autour de ma parole, puisque c'est devenu mon métier, donc j'essaye d'en faire véritablement un métier, et le miel me paraît être tout à fait coïncider avec ça, les abeilles, les ruches, reines des abeilles, tout ce que ça veut dire, me paraît être en ligne en fait avec ma vision des choses, ma vision du monde et la manière avec laquelle on pourrait faire évoluer les choses. Donc j'avais évoqué très rapidement, donc likez, envoyez-moi un mail, je mettrai en commentaire et dans la description de cette vidéo les liens utiles. Annulation des élections en Ukraine, aucune date proposée, ce que la constitution de l'Ukraine interdit. Pourtant, phare de la démocratie, rempart contre l'ogre russe, et ça justifie tous les sacrifices, nos douches froides, la baisse du chauffage en hiver pour cause d'inflation. Mais heureusement, l'État français a des solutions d'ailleurs, puisqu'on n'a plus d'argent pour continuer à en donner autant à l'Ukraine, eh bien c'est le bas de laine des Français. Et paf, on se rappelle de la loi de programmation militaire, parce qu'en fait, tout est ensemble. Donc là, au cours des 15 derniers jours, très discrètement, les ministres, le président, le Premier ministre ont annoncé que, peut-être qu'on allait faire des grands emprunts d'État, parce que cet argent qui dormait, il serait peut-être mieux utilisé pour sauver l'Europe des Russes et pour relancer des industries ou le tourisme ou laver la Seine à coups de milliards. On se demande où cet argent est allé. Mais peut-être aussi, et ça c'est plus inquiétant, et j'en parlerai plus dans une autre vidéo, l'intelligence artificielle Made in France. Et ça c'est quelque chose de vraiment très préoccupant, parce que c'est des projets sur lesquels on n'a pas beaucoup de visibilité,
On a de la visibilité sur ce qui se passe au niveau de Google, ce qui se passe au niveau d'Apple, ce qui se passe au niveau de Elon Musk avec Tesla, X, Grok, etc. Mais on n'a pas de visibilité sur qui est derrière ces projets d'intelligence artificielle française, cette ambition française. On voit un peu notre position de leader sur les insectes. On voit notre position de leader très nette sur la guerre, puisqu'on a quand même un président qui est très en avant. On voit notre position de leader sur l'image du président partout dans le monde, parce qu'il fait une campagne de pub pour lui-même incroyable partout dans le monde, mais il y a des investissements considérables dans l'intelligence artificielle, on n'y voit pas grand-chose. Et quand on se rappelle des phrases de Schwab ou de Harari sur le fait que celui qui détiendrait une intelligence artificielle, en fait, c'est comme l'invocation du diable, il serait le maître du monde, puisque les inventeurs, en fait, les concepteurs de l'intelligence artificielle et pour y parvenir des ordinateurs quantiques, en fait, donc d'ordinateurs hyper puissants, disaient mais attention, on est en train de créer une machine qui permettra d'invoquer le diable. Alors nous, on invoque vraiment le diable de plein de manières différentes, hein. L'arme atomique, la chimie, biologie moléculaire, synthétique, on a vu avec la reprogrammation du corps humain avec des injections, hein, qu'on a appelé vaccin, mais c'est véritablement de la reprogrammation du corps humain, les steaks synthétiques en tumeur, les plantes OGM, les insectes OGM, l'intelligence artificielle, on voit qu'on est véritablement prêt à une apocalypse dans tous les sens. D'ailleurs, je parlais de Klaus Schwab, il n'est pas en forme, son état de santé est préoccupant, il fait partie de ces personnes qui ont un peu disparu. Ils étaient tout le temps là, comme la famille royale d'Angleterre, et ils sont devenus invisibles, ou alors visibles, mais avec des fausses vidéos, ce qui est assez étonnant. Alors, il faut pas non plus oublier qu'historiquement, quand même, quand on regarde les vieux reportages télé qui maintenant sont quasiment plus référencés quand ils le sont encore, l'Ukraine, c'était un lieu de corruption, de blanchiment d'argent, de trafic humain, de trafic d'armes, de trafic de drogue, mais aussi, je parlais du miel à l'instant, de faux miel, de vrais poulets, mais qui sont de très mauvaise qualité, ou de céréales OGM, et qui arrivent ensuite étiquetés bio et pas taxés et pas machin. Et donc ça rappelle tous les problèmes des agriculteurs. Alors bon, là en ce moment, ils ont quand même un gros problème, c'est que les Russes ont commencé à bombarder les ports et les terminaux à Odessa, puisque je pense qu'ils ont vraiment envie d'accélérer les choses. Un cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU à Gaza, qui n'a pas été respecté. Et d'ailleurs, les Israéliens, tout ça s'est passé dans la foulée de Crocus, hein, ça s'est passé avant, puis après, puisque dans une très courte période de quelques jours, il y a eu une décision finalement des Américains de s'abstenir face à une seconde tentative d'ordonner un cessez-le-feu. Et dès que ça a été voté, ça a été pour dire que, en fait, non, finalement, ça s'impose pas. Et puis, il n'y a pas de sanctions prévues si les Israéliens ne le respectent pas. Et puis, voilà. Donc, il y a une demande de cessez-le-feu qui n'a pas été tenue. Pareil pour l'alimentation, même s'il y a eu plus de camions, on sait que c'est totalement insuffisant, qu'il manque de tout pour les soins. Et juste quand même quelque chose d'incroyable, parce que les femmes qui savent, parce que si elles sont dans des conditions d'hygiène précaires, c'est pareil pour les hommes, mais c'est encore plus vrai pour les femmes, il peut y avoir dans l'hygiène intime plein de problèmes qui peuvent avoir des conséquences très graves. Eh bien, mesdames, je vous demande de penser à vos amies palestiniennes et d'imaginer ce qu'elles peuvent vivre quand elles ont accès à aucune antibiotique, à aucun produit antiseptique ou autre, si elles ont la moindre infection. Et donc, on apprend petit à petit par les médecins qui reviennent
mais des femmes très jeunes et qui pourront jamais avoir d'enfants à cause de ça et qui ont vécu des douleurs et des souffrances, mais inimaginables avant qu'on réussisse à leur trouver la moindre antibiotique pour leur sauver la vie, puisque là, c'était vraiment des risques de septicémie, etc. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas. On est très préoccupé en France par d'autres choses, mais ces gens qui sont en otage, cette population de 2 500 000 personnes qui est véritablement en otage, qui n'a pas de médicaments, qui n'a pas d'antibiotiques, les personnes qui ont le cancer, qui ne peuvent pas suivre leur traitement, etc., ils sont abandonnés. Donc non seulement il y a des tués, mais il y a des gens qui meurent des suites de ça et qui ne sont même pas comptabilisés dans les tués. C'est considéré comme des morts naturelles. Mais il y a un excès de morts naturelles à Gaza qui est considérable. Les gens parlent de 150 à 200 000 personnes qui auraient la vie complètement gâchée, pas que par des traumatismes, par ces événements. Et donc, à un moment ou un autre, ce sera l'heure de faire des bilans. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passera au moment de faire des bilans? Il y aura autre chose, comme les personnes qui voudraient qu'on fasse des bilans des années Covid. Bien, c'est vrai que ça a l'air anecdotique par rapport aux événements qui sont en train de se passer. Évidemment, rien n'est anecdotique, mais dans ce bal des vampires dont parle fort justement Vladimir Poutine, on comprend bien que les priorités sont celles qui sont décidées par les grands médias et par les grands pays, et il s'assure qu'en permanence, il y a des priorités qui ne sont pas celles des résistants, celles des médias alternatifs, et bien qui ne réussissent pas, résultat, à être audibles, parce que même quand on commence, ou comme moi, j'essaie de refaire une synthèse de l'actualité, de 3 semaines d'actualité, vous voyez, pour le présenter de façon claire, c'est pas simple. Donc cessez-le-feu, voilà, pas obtenu. C'est quand même une population qui est bombardée, affamée, des civils sans défense qui n'ont quasiment rien pour se soigner. Et selon des médecins et des journalistes, il vaut mieux ne pas avoir de signes distinctifs à Gaza. C'est le seul endroit au monde où il vaut mieux pas être habillé en journaliste ou en médecin pour survivre. C'est-à-dire qu'il y a une journaliste qui était interviewée par une chaîne anglaise et qui dit « on a réussi à s'en sortir » parce que par rapport à nos confrères qui étaient restés avec leurs habits de médecin, on a eu d'autres qui nous ont conseillé de nous déguiser en civil, on a pu fuir, tous les autres ont été tués. On sait qu'il y a des humanitaires, des convois humanitaires qui sont tués, des tas de journalistes qui sont tués, et tout ça, ça ne vise qu'une chose. C'est comme à l'époque des Gilets jaunes, il faut comprendre, c'est la même méthode. C'est-à-dire que cette violence terrible décourage les gens de venir, décourage les jeunes de s'engager dans l'humanitaire. Quelle femme va laisser son mari anglais ou français aller faire de l'humanitaire à Gaza en lui disant « mais t'as vu, les drones tombent sur les convois humanitaires, j'ai pas envie de te perdre, on a des jeunes enfants, on a des jeunes machins ». Et résultat, c'est des pays qui sont abandonnés. Et l'organisation humanitaire UNRWA, l'UNRWA, qui ne reçoit toujours plus l'argent de l'essentiel de ses sponsors, alors qu'elle a 12 000 personnes qui travaillaient pour elle et qui permettaient à Gaza de survivre, entre guillemets. Mais c'était l'organisme essentiel pour la survie de Gaza, et évidemment, on a vu dès les premiers jours les politiques, les militaires israéliens ciblés, essayer de faire un lien entre l'UNRWA et le 7 octobre, et ils y ont plus ou moins réussi. Ça a été d'une efficacité redoutable, puisque bizarrement, quand il y a un doute concernant la Russie ou concernant les Palestiniens, immédiatement, tous les Occidentaux plongent dedans et disent on arrête de payer, on arrête ci, on arrête ça, on suspend nos relations avec eux. Mais quand il y a un doute qui concerne les tueries de l'UNRWA, les charniers à Gaza ou à Rafah ou à Khan Younis, à l'hôpital Al-Nasser ou autre, alors là, non, on fait rien, on attend l'enquête des Israéliens. Et comme entre-temps, il s'est passé 50 000 autres trucs, l'enquête n'arrive jamais, on n'en sait rien. Il y avait des travaux formidables qui avaient été faits par la télé Al Jazeera, où il y avait une petite fille qui avait réussi à être en lien avec des journalistes et des secouristes. Et au début, elle était avec 2 personnes de sa famille dans une voiture. Enfin, ils étaient plus, mais il y en avait 2 plus elle qui avaient survécu. Puis finalement, les 2 plus grandes avaient été tuées, mais elle, comme elle était cachée sous les corps, elle n'avait pas été vue et elle pouvait continuer à parler.
Eh bien, les secouristes qui sont venus, alors que l'armée israélienne avait été prévenue, ont été descendus. Puis, quand 2 jours après, enfin, les journalistes ont pu aller retrouver le lieu, etc., ils ont retrouvé la petite fille qui était morte également, et retracé avec les images satellites tout pour voir que, contrairement aux affirmations initiales de l'armée israélienne, c'était bien l'armée israélienne qui avait tué, et pas comme ils essayaient de le faire entendre, vous savez, quand il y avait eu les personnes qui s'étaient fait tirer dessus, quand les convois avaient apporté de la nourriture, que des prisonniers avaient été écrasés, menottés sous des chars, et que c'était documenté, mais en disant mais non, en fait, ils étaient morts et le pilote n'avait pas vu parce qu'il était aussi... Enfin bref, ils mentent tout le temps, c'est de la barbarie, mais il faut pas en parler. Mais s'il y a le moindre doute, une photo de quelqu'un qui est lié à l'UNRWA et qui a l'air de faire la fête avec des prisonniers et d'être heureux qu'eux, alors là, on arrête de financer l'UNRWA, on les met tous en prison, au goulag, on les interroge et leurs familles depuis 3 générations et pour les 2 prochaines générations. Mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Non mais sincèrement, parce que ça dépasse l'entendement. Mais comme tout ça va tellement vite, personne n'a le temps de comprendre. Personne n'a le temps de lier ces choses entre elles et de regarder ça. Et évidemment, les médias, au lieu d'essayer petit à petit de vous montrer tout ça, ils vous parlent de faits divers, de ceci, de cela. Et on va vous parler pendant 1 semaine entière et c'est triste ce qui arrive, mais d'une star de la chanson qui se serait blessée, machin, et tout le monde, et tous les présentateurs des chaînes, etc., vont en parler. Ok, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à considérer comme important des choses qui ne le sont pas. On les focalise sur du divertissement, sur du fait divers, sur de l'émotionnel qui n'a pas d'importance sur l'avenir même de la civilisation, l'avenir même de l'humanité. Elle ne se joue pas là. Les problèmes qu'on a dans les banlieues, les problèmes qu'on a partout, ils se jouent très en amont. Ils se jouent avec des ONG qui organisent les transferts. Elles se jouent avec la déstabilisation de la Libye et qui a créé du terrorisme dans toute l'Afrique subsaharienne et qui a permis à la France de réorganiser une colonisation 2.0 pour lutter contre les terroristes, plus ou moins efficacement. Et on se rend compte que finalement, c'était beaucoup plus compliqué qu'on croit. Mais en fait, pour un cerveau normal, c'est impossible, il y a trop d'informations. Et donc les médias, au lieu de vous donner une seule partie de ces informations importantes, de vous permettre de comprendre qui est Poutine, qui est Xi Jinping, l'état de santé de Joe Biden, les bizarreries de Bill Gates, etc., ces choses-là, l'importance de Ben Salman, en quoi Ben Salman change par rapport à... Eh ben, ils essayent de diviser, ils essayent de beaucoup plus parler du procès, des affres de Donald Trump, d'essayer de diviser sur Donald Trump en disant que finalement il a trahi alors qu'il n'était pas pour la guerre, mais finalement c'est celui qui le représente, le speaker. Et tout ça, mais déjà, ça touche des personnes qui sont un peu informées. Mais vous imaginez les gens qui ne sont pas du tout informés, ils déconnectent complètement. Et donc leur seule source d'information, c'est niveau et j'ai trouvé ça très sympa, hein, mais Pif Gadget quoi, ou d'autres émissions dont je tairai le nom. Donc pas de cessez-le-feu, plus de 100 journalistes tués, des centaines de personnels médicaux, et dans la même période des centaines de morts en Cisjordanie. D'ailleurs, pour la première fois, les Américains envisagent de sanctionner les Israéliens pour ça. Donc, évidemment, il y a l'explication. Il faut évoquer les otages israéliens. Donc, le chiffre de 133 qui est répété tous les jours. 133. Pourquoi 133? C'est intéressant, ça vaudrait le coup vraiment de... comment est-ce qu'on peut, dans Gaza, enfin vous avez vu les images, se balader avec 133 prisonniers sans être vus, alors que partout il y a des soldats, il y a des espions, etc. Puisqu'on a découvert quand même
que dans les hôpitaux, souvent il y avait des vendeurs d'eau ou des vendeurs de hot dog, ou pas de hot dog, mais de sandwich ou de trucs qui étaient devant les hôpitaux, dans les petits kiosques. Et en fait, il s'avérait que c'était des gens qui étaient infiltrés du Mossad. Et donc, ça a été démontré, ça a été documenté. Ces gens-là étaient là depuis des semaines, avant même le 7 octobre. Et donc, ils étaient des informateurs qui étaient placés là pour dire exactement ce qui se passait dans les hôpitaux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est des scoops qui sont énormes, mais aussi énormes que ce que je disais tout à l'heure pour Crocus et les pistes ukrainiennes, etc. Mais tout ça, non, ça passe. C'est considérable, ça remet tout en cause. C'est comme la pierre angulaire de mensonges terribles. Et là, on a les infos. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y avait des personnes qui étaient là, qui voyaient qui rentraient, qui sortaient, qui savaient qu'il n'y avait pas de tunnel, qu'il n'y avait pas de machin, etc. Voilà, infiltré. Mais donc, il faut parler complètement des otages. Il faut parler des morts comme étant des victimes collatérales, parce que c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui aident l'armée israélienne à frapper, et donc malheureusement, parfois, l'armée israélienne ne frappe pas au bon endroit. Voilà. Et parler, donc, quand il y a des choses très particulières, c'est peut-être des bavures des terroristes du Hamas. Évidemment, qui ose regarder le nombre de prisonniers, otages palestiniens qui sont dans les prisons en Israël, sans procès, sans chef d'accusation, sans rien, qui meurent, qui sont conservés même morts pour aller jusqu'au bout de leur peine, qui sont rendus parfois complètement incomplets, rachitiques, etc. Enfin, vraiment extraordinairement maltraités. Et maintenant, il y a des charniers dans lesquels il y a des corps qui sont retrouvés avec les yeux bandés, les mains dans le dos. Ça veut dire qu'ils ont été tués de sang-froid, exécutés comme dans des pelotons d'exécution. Mais c'est pas une ou deux, c'est-à-dire que les chiffres là qui montrent de zones qui étaient entièrement contrôlées par l'armée israélienne, c'est des dizaines, peut-être même des centaines de personnes qui ont été exécutées comme ça. Alors évidemment, on va tout dire, mais c'était forcément des gens du Hamas, etc. Mais même si c'est le cas, il faut quand même qu'il y ait des procès, il n'y a pas... on n'est pas des barbares, il n'y a pas d'exécution sommaire comme ça. Ça se passe, peut-être ça s'est passé un peu à l'époque des nazis, mais au moins les nazis, quand ils faisaient ça, ils documentaient et il y avait des listes administratives et les familles savaient que leurs proches avaient été tués, avaient été fusillés, avaient été exécutés. Parce que vous imaginez quand même que ces gens-là sont enterrés et les familles ne sauront jamais ce qu'ils sont devenus. Il y aura toujours l'espoir ou le doute ou l'incertitude. Et donc, c'est comme la mort de toute une famille. Moi, j'ai vu des images où quelqu'un se fait tirer dessus, il est attaché, il est blessé, et après, il y a un espèce de pelleteuse qui vient et qui le recouvre de décombres. Et ça, c'est des images qu'on voit, qui sont documentées. Et souvent, c'est des personnes qui sont tuées par des drones. J'ai vu des enfants se baladant, essayant de retourner chez eux et attaqués par des drones qui les tuaient un par un, alors qu'ils étaient désarmés. Et parfois, une fois qu'il y en avait un ou deux, ils continuaient désespérément à vouloir atteindre un abri ou quelque chose, et ce qu'ils pouvaient même pas faire en essayant de porter un petit frère. Bah, franchement, parfois, mais c'est inimaginable. On a envie de pleurer en permanence. Mais on ne peut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer, mais il faut répéter ça. Il faut prendre conscience de ça. L'humanité entière, notre humanité est en train d'être tuée à Gaza. Par Israël, mais pas par Israël, pas par le peuple israélien, puisqu'il est extrêmement divisé sur ça. Il voudrait virer Netanyahou, mais par un certain nombre de personnes qui contrôlent l'État et l'armée israélienne, mais qui sont liées aux États-Unis, qui sont liées à la France, qui sont liées à l'Allemagne, qui sont liées à l'Angleterre, qui sont liées à d'autres pays, qui sont tous complices dans cette affaire-là, qui sont tous acteurs, qui sont tous comparses. On a quand même
Un pays qui est censé être le plus moral du monde, le plus exemplaire du monde, le plus démocratique, l'îlot de démocratie dans cette région, qui a décidé de pousser à la famine 2 300 000 personnes qui sont dans un ghetto sous blocus, sous prétexte que la nourriture ou les médicaments pourraient être utilisés par des terroristes, entre guillemets. Enfin voilà, ou que sous les sacs de riz, il pourrait y avoir des canifs ou des puces de machines à laver, le linge utilisable pour des roquettes. Enfin, voilà, c'est des gens qui disent, des hommes politiques, que dès 4 mois, un Palestinien, c'est un terroriste en puissance. Alors pourquoi 4 mois, pas 3 mois, pas 6 mois, pas... Enfin, c'est surréaliste. Et ça fait penser à l'avortement, à l'euthanasie, à tout ça, c'est-à-dire la fin du culte de la vie et un début de culte et d'institutionnalisation de la mort. Et Israël n'a aucun risque d'être mis au banc de la société. Parce que, au même titre que pour les injections, il y avait toujours le mythe des formes graves, pour les Israéliens, il y a toujours les otages. Donc ils sont très contents que les otages ne soient pas libérés. Et je dis ça, malheureusement, je souffre pour les otages. Mais le gouvernement Netanyahou ne veut pas, puisque les otages, c'est la super carte. Tout ce qu'ils font est justifié par le fait que les otages ne sont pas libérés. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, parce que si on les critique, ils disent « Mais regardez, on a 133 otages et on a eu des morts. » Donc les otages servent. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est véritablement important. Des dizaines de milliers de morts, presque 100 000 estropiés. Et évidemment, ça crée une forme de lassitude. Quotidiennement, un drame sur un autre. Et que faire, que dire face à cette espèce de machine médiatique complètement incroyable? Et notre perception, elle est voilée, elle est pervertie, on tolère des choses inimaginables. Enfin, les journalistes de CNews et leurs patrons, ils ont expliqué avec une forme de brio devant la commission d'enquête sénatoriale qu'ils étaient une chaîne parfaite, alors qu'il suffit de regarder CNews pour se rendre compte qu'ils ont quand même une programmation qui est relativement orientée. Et quand je dis relativement, c'est gentil, mais bon, moi je suis pas juge de ça. Peut-être c'est des sociétés privées, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais dans la tête des personnes qui avaient l'habitude de les regarder et créer une certaine confiance, évidemment, ça crée un trouble. Parce que quand les personnes auxquelles vous faisiez confiance sur un certain nombre de sujets, mais vous saviez qu'ils avaient menti, mais ils avaient fait amende honorable et machin, sur la période du Covid, sur la Russie, sur ceci, et là d'un seul coup, une espèce de machine de lavage de cerveau depuis le 7 octobre, enfin c'est incroyable. Et des enquêtes qui sont demandées, mais qui n'auront jamais lieu, parce que en fait, la Cour internationale de justice, où ces gens ne peuvent pas faire le travail sereinement parce qu'il y a une agressivité. Et donc, on constate que les vies ne valent pas la même chose selon le côté du mur duquel on est né. Et les rares voix dissidentes ou discordantes n'existent pas. Et celles qui existent, en fait, elles le font pour un business. C'est de nouveau les marchands du temple qui ne font des émissions où ils mettent des personnes opposées. C'est des espèces de joutes qui servent à rien et dans lesquelles il n'y a aucune intelligence qui en ressort. Mais ils réussissent à se remplir les poches avec les gens qui sont tout contents d'avoir l'impression qu'il y a des débats, qu'il y a des choses intéressantes. Mais le problème, c'est pas d'avoir des débats, c'est d'aider les personnes à comprendre et de répondre à des questions. Le débat, c'est pas la réponse à une question, c'est une joute orale. C'est un exercice de style, c'est des astuces, alors qu'essayer de faire comprendre aux gens, essayer de faire germer la compréhension, ça c'est différent, mais personne ne propose ça, personne ne veut ça, au contraire, c'est du bourrage de crâne, donc pas de voix dissidente et rien n'est fait pour le permettre. Alors je vais faire une petite pause et je ferai la suite dans un autre épisode. Je vous remercie de liker, de partager, de me contacter pour le miel, de me contacter pour toutes ces choses-là, si ça vous intéresse et qu'on se rencontre. À bientôt, merci. Alors c'est la partie 2 de la vidéo que vous pouvez voir d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. Donc petit rappel, l'idée c'est de mettre en avant, de mettre en évidence le brouhaha d'informations plus ou moins importantes auxquelles on est en permanence confronté.
et l'accélération très très forte depuis que Poutine a annoncé la fin du bal des vampires. Et je vous rappelle qu'il a annoncé ça il y a environ 3 semaines. Et depuis, il s'est passé énormément de choses, dont celle dont je parlais dans la première partie, l'attentat de Crocus, les cessez-le-feu qui étaient imposés à Gaza qui n'ont pas eu lieu, de même que les ravitaillements qui sont toujours aussi difficiles et le massacre qui continue avec des découvertes également de charniers et l'annonce bientôt d'une avancée de l'armée israélienne au sol vers Rafah. Enfin, on n'y comprend plus rien, il n'y a pas d'avancée évidemment de la paix. Il y a j'ai parlé des femmes d'eux et entre autres de Brigitte Macron ou appelez-la comme vous voulez. Alors cette année, le dimanche de Pâques a été choisi par le président américain Joe Biden pour être la date annuelle des fiertés transsexuelles. Alors, rappelez-vous quand même qu'on vit à une époque où des transsexuels sont devenus les Miss de leur pays. Pays-Bas, Portugal, et sont même manifestement des femmes de présidents ou de riches hommes d'affaires à suivre. Donc on est véritablement dans un monde d'inversion. Donc inversion des genres, inversion de la réalité, inversion des faits, inversion du ruissellement de l'argent, puisqu'on nous racontait que l'argent ruisselait toujours des gens riches vers les gens pauvres, et en fait on se rend compte que plus que jamais l'argent ruisselle des pauvres vers les gens riches, mais en flux continu, puisque les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches toujours plus riches. Évidemment, dans 365 jours, il n'y aura pas la même coïncidence, ce ne sera pas le dimanche de Pâques, mais je pense que c'était important, il voulait marquer le coup cette année. L'idée, c'était de marquer les esprits et de continuer à cliver finalement encore plus une population qui est en camp de plus en plus retranché et qui finissent par se détester. On sait, avec les problèmes de frontières, avec les problèmes de migrants, avec les problèmes de règles sur l'avortement, avec des tas de choses qui se passent sur l'attaque du premier amendement, du deuxième amendement, donc la liberté de parole, la liberté de posséder des armes, etc. Les choses aux États-Unis se passent, il y a un clivage de plus en plus fort. Et Hollywood, comme d'habitude, ne s'y trompe pas. Le plus grand blockbuster actuellement en salle, c'est sur la guerre civile. Et il y a également un nouvel épisode de Damien la malédiction. Alors vous savez que c'est un film dont j'ai régulièrement parlé. D'abord Damien, notre président est un homme Damien. Et puis bon, quand vous voyez ce film, vous pouvez pas vous empêcher de faire des rapprochements. Et vous dites que Walt Disney, donc qui est le producteur de ce film, sorte ce film maintenant et plus que savoureux, parce que c'est même pas une date d'anniversaire particulière, c'est vraiment, il voulait le sortir au printemps, à Pâques, et en plus, ils se sont pas contentés de le sortir à un moment anecdotique, ils l'ont sorti au moment du week-end de l'éclipse totale du soleil, du passage de la comète de Satan, et de plein d'autres choses qui se sont passées pendant cette période-là. Alors depuis, on a, mais ça doit être une coïncidence, hein, évidemment, des tas d'éruptions aux quatre coins du monde, d'éruptions volcaniques, dont certaines n'avaient plus lieu depuis 20 ans, 100 ans, 150 ans, séismes à Taïwan, au Japon, en Indonésie, au Costa Rica, enfin, et là, c'est vraiment, je donne une petite liste parce que c'est absolument incroyable tout ce qui se passe et recrudescence de maladies. Donc, on nous parle du fait que la grippe aviaire commencerait à se transmettre aux humains, plus. Enfin, on voit vraiment qu'on est en train, en petite musique de fond, d'être préparé à justifier l'OMS. Mais qui aurait plein de rôles en fait. Et puis on nous parle de plus en plus, au travers de la famille royale d'Angleterre, de cette notion de pandémie de cancer, qui est quand même pas c'est pas quelque chose de léger, utiliser ce mot pour parler de cancer.
Donc Hollywood, en tout cas, nous annonce ça, Netflix, Amazon également, puisqu'ils sont tous sur des films de fin du monde, de zombies, d'aliens, de vampires, de conquête de l'espace qui ne marche pas, de virus, voire de champignons invisibles et autres dingueries. Alors ça, c'est un univers, et puis il y a l'autre univers complètement woke où il n'y a plus de genre, il n'y a plus de... Enfin, il n'y a qu'à regarder, c'est vraiment la caricature des films woke. Voilà. Et face à tout ça, on est complètement impuissant. C'est-à-dire que les chaînes d'infos disent des conneries, les chaînes et de télé nous conditionnent exactement dans le même sens, et donc au milieu de ça, on est dans une espèce de brouhaha où finalement... il y en a plein, enfin surtout les gens qui sont un peu plus fragiles. Et on a vu, je l'évoquais tout à l'heure, mais il y a des personnes qui s'immolent en se disant mais c'est pas possible, les gens réalisent pas quoi, ouvrez les yeux. On avait eu Aaron Bushnell qui s'était immolé devant l'ambassade d'Israël à Washington. Et ça complètement pareil, hein, c'est passé, il aurait été un journaliste russe qui faisait ça, mais on en parlerait tous les jours, 24 heures sur 24, en parlant de ce monstre de Poutine, comme on a parlé des fémènes qui dansaient nus et qui étaient menottées sans jamais être violentées. Et maintenant, d'ailleurs, on a des fémènes qui racontent à quel point elles ont été manipulées et trompées par tout ça. Et donc, donc en fait... Mais tout ça, à la limite, c'est presque anecdotique par rapport aux grandes lignes, puisque les grandes lignes, c'est toujours pareil. C'est les détails sont faits pour nous fracasser l'esprit, nous diviser dans les familles. C'est le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que essayer de comprendre ce qui peut se passer en Ukraine, c'est compliqué. Mais dire que dans une banlieue, il y a eu un coup de couteau dans une boulangerie ou qu'une jeune fille s'est fait insulter par un boulanger parce qu'elle portait... Alors là, mais les journaux vont parler de ça pendant 3 jours, tout le temps. Et donc, ils utilisent le voile pour voiler tout ce qui pourrait fâcher et pour continuer à diviser. Parce qu'il y a les gens qui vont penser comme le boulanger et il y a les gens qui vont penser comme la jeune fille et il y a des gens qui pensent comme le boulanger mais qui vont faire semblant de penser comme la jeune fille pour... Enfin... Mais c'est un jeu de dupes complet et complexe et auquel on participe à l'insu de notre plein gré parce qu'en fait on regarde ça et puis finalement c'est comme un film à épisodes et puis on découvre que dans la boulangerie il y avait ci, puis on va découvrir que le boulanger il est lié au Front National et que c'est vraiment un méchant monsieur mais que la fille elle est liée à LFI et que c'était un coup monté parce qu'elle savait qu'elle était comme ça et puis résultat on met dos à dos tout le temps les mêmes et surfe au milieu Saint Macron, Saint Gabriel Attal, où les médias nous expliquent, regardez son autorité, les colonies, les pensionnats, les enfants, la responsabilité des parents, et le fait qu'on peut plus venir en France et avoir d'aide si on n'y reste pas 9 mois, et ceci et cela. En plus, c'est ridicule, hein. Parce qu'ils disent, ouais, mais parce qu'il y avait trop d'aide pour les femmes, en fait, elles arrivaient, elles étaient enceintes, etc. Mais en fait, une femme qui arrive enceinte, dès qu'elle a fait un enfant, l'enfant, il devient français, et donc elle profite. Enfin bref. Donc ceux qui disent ça, ils connaissent pas et ils comprennent pas. Un cargo long comme la Tour Eiffel, nommé le Dali, capable de transporter environ 10 000 containers, a détruit comme un château de cartes un pont à Baltimore, presque centenaire, et dont les poutres de fer semblaient indestructibles. Et immédiatement... Alors que c'est quand même un truc énorme. Le capitaine du bateau ukrainien, ça se passe 3 jours après un attentat en Russie. Donc il y avait plein de complotistes qui disaient « Waouh, les Russes sont super forts, ils sont allés se venger. » Mais en même temps, les Américains, c'est un port hyper important pour les Européens et les Allemands. S'ils faisaient ça pour tirer une autre balle dans le pied des Allemands après Nord Stream, dont maintenant les ports sont pleins de voitures, qui ne savent plus où les envoyer. Parce que les voitures, elles partaient à Baltimore. C'était le port où c'était accueilli, puis après, c'était... voilà. Mais, en fait, il faut juste réfléchir. Comment est-ce qu'un tel événement peut se passer? Alors, il y a des gens très intelligents qui expliquaient que, oui, c'était 1000 coïncidences alignées qui permettaient au millimètre près au bateau de foncer sur le pont en ayant
contourner. Alors, il avait fallu 2 pannes bien séquencées, une accélération de moteur, mais sans savoir qu'il y aurait la panne après, etc. Donc, c'était sympa d'interroger au moins le chef des machines ou le capitaine. Rien. Quand un bateau de plaisance au large de la Sicile part, tous les médias veulent parler au capitaine, tous les médias veulent comprendre comment, et il est dans tous les télés, et il a son procès et son machin. Là, rien. Rien du tout. On n'a pas vu le capitaine, on n'a pas vu le machin, on sait juste que le FBI a dit circuler, il n'y a rien à voir. Et qu'est-ce qu'il n'y avait rien à voir? Et ça va avoir quelles conséquences? Et ça prépare quoi? Et moi, ça m'intéresse, ça. Peut-être que c'est des coïncidences, mais quand il y a 3, 4 coïncidences, pourquoi pas? Ça fait beaucoup, mais pourquoi pas? Mais quand il en faut 20 pour arriver à un résultat comme celui-là, là, sincèrement, je me dis, ça mérite quand même une enquête très sérieuse. Bon, voilà, c'est comme Crocus, immédiatement, c'était Daesh. Bah là, c'était personne. Ils n'ont pas osé accuser les Russes. Ils n'avaient pas vraiment accusé au moment de Nord Stream. C'était plutôt les médias qui le faisaient. Alors là, c'est les complotistes qui le faisaient. Voilà. Donc, est-ce que c'est un inside job? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, tous ces événements-là fragilisent la société américaine, divisent la société américaine, que c'est un pont qui est extrêmement important. Ça aura forcément un impact sur l'économie de cette ville, de cette région. C'est la Pennsylvanie, qui est d'ailleurs un des swing states hyper importants aux États-Unis, qui donne beaucoup de delegates, donc qui va tirer les marrons du feu, qui va apparaître comme le sauveur de ça, etc. Tout ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, quand on comprend qu'il y a un certain nombre de personnes très limitées qui tirent les ficelles, qu'il y a cette bataille entre des forces du mal, les vampires, et des forces du bien qui ont un sang lié et qui aimeraient bien boire les vampires, mais en fait, eux, ils veulent boire le sang de tout le monde. Et c'est intéressant parce qu'avec les vampires, il faudrait parler de Bram Stoker, il faudrait parler de McKinsey, il faudrait parler des Rothschild, il faudrait parler des Khazars, il faudrait parler des adorateurs du diable. Il y a tout ça, j'en parlerai. Donc je l'annonce souvent et pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais j'aurai une émission spécialement là-dessus. Alors, il faut savoir que l'UE, pour l'instant, hésite, mais voudrait que les Américains le fassent en même temps qu'eux, à prendre tous les avoirs gelés des Russes et les donner, ou alors considérer qu'ils sont la caution d'emprunts faits par les Ukrainiens. C'est-à-dire que si les Ukrainiens n'étaient pas capables de rembourser, alors c'est l'argent gelé des Russes qui servirait à rembourser. Enfin, vous imaginez la mascarade, évidemment. C'est une économie complètement défaillante, l'économie ukrainienne, et puis ils ont un train de vie complètement fou. Enfin, parce qu'en plus, l'essentiel de l'argent repart, ils ont tous des villas partout, on a vu des femmes de simples députés ou autres personnes avec 10, 20, 30 millions en cash. C'est n'importe quoi. Autre chose très importante qui s'est passée au cours des dernières semaines, c'est l'élection dès le premier tour du candidat de l'opposition au Sénégal, qui risque d'accélérer la mort du franc CFA. Et donc on voit qu'il se passe des choses en Afrique avec l'arrivée de plus en plus forte de la Chine, de la Russie, mais aussi de chefs d'État en Afrique qui veulent véritablement travailler pour leur pays. Et là, ça a surpris beaucoup de monde. Parce que beaucoup avaient appris à détester Macky Sall. Mais en fait, Macky Sall, il nageait au milieu des requins, des Américains, des Français, etc. Mais c'était un grand patriote. Et moi, j'ai eu la chance de connaître Macky Sall puisqu'on était à l'école ensemble quand j'étais à l'Institut français du pétrole. On faisait des études, on avait des cours de géologie, de géophysique ensemble puisqu'il était directeur de l'exploration d'une société pétrolière sénégalaise, de Petro-Sénégal d'ailleurs, la société nationale. Et c'est vraiment un patriote, il a ça chevillé dans le corps, il aime sa femme, il aime ses enfants, etc. Et donc Macky Sall, il a fait un peu comme Helsinki. Après avoir donné l'impression pendant plein d'années de pas tellement aimer son pays, mais en réalité, peut-être qu'il faisait juste ce qu'il fallait pour pas qu'il y ait une catastrophe terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi
au premier tour, a donné à l'opposition et à un opposant manifestement qui considérait comme sérieux le pouvoir dans son pays. Alors que tout le monde sait que s'il y avait eu un deuxième tour, c'était beaucoup plus difficile d'obtenir la victoire parce que là, c'était assez simple d'organiser un trucage, alors que là, ça a surpris tout le monde le premier tour, c'était complètement inattendu. En plus, le candidat n'était pas le candidat a priori le plus connu par les Sénégalais pour faire ça. Et donc, il a fait, moi, ce que j'appelle une Helsinki au Sénégal. Et donc, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de nouveaux gouvernements populaires qui veulent un meilleur partage des revenus miniers, pétroliers, croissance économique, autonomie alimentaire. Ça devient vraiment un cri de ralliement, Burkina Faso, Mali, etc., être autonome de façon alimentaire, des infrastructures, mais aussi la lutte contre la corruption et une vraie lutte efficace contre le terrorisme qui gangrène toute l'économie, puisqu'en fait tous les gens qui essayent de se lancer dans une aventure, et entre autres ce jeune Mohamed dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est au Burkina Faso et qui a perdu à chaque fois qu'il avait réussi à développer quelque chose, ça a été un peu détruit par ce terrorisme, et qui là maintenant espère enfin qu'il va pouvoir se développer. Donc les Africains veulent réussir à faire cette fois ce que malheureusement Kadhafi n'a pas pu mener à bien, et au contraire la chute de Kadhafi a entraîné la dégringolade et le terrorisme dans toute cette région. Donc ils sont nombreux maintenant à être au pouvoir, 2 pays importants, mais pas tous les pays importants de la région, et ils doivent savoir qu'ils peuvent pas vendre la peau du lion avant de l'avoir tué. Donc ça, c'est vraiment un adage qu'ils doivent avoir en tête. Il faut qu'ils restent extrêmement sérieux, extrêmement concentrés, qu'ils se protègent, parce que c'est vite fait. On a vu dans l'histoire en Afrique, Sankara, etc., qui ont été tués, qui ont été exécutés. Et après, c'est des chefs qui sont très charismatiques et qui ne sont pas faciles à remplacer. Donc, Macky Sall a joué vraiment un rôle important. Je pourrais le développer dans d'autres épisodes. Et donc, on peut souhaiter le même sort finalement à l'Afrique que le sort de la Russie, qui aujourd'hui a une croissance économique phénoménale, bien plus forte que tous les autres pays qui étaient censés le mettre à genoux. Et véritablement, maintenant, la Russie est retournée dans le club des 5 plus grandes puissances du monde. Ils le sont évidemment depuis toujours sur le point de vue militaire, mais là, ils sont véritablement une puissance économique majeure, et à tel point qu'en ce moment, les Russes et les Chinois annulent les dettes, construisent des ponts, des routes, forment des armées, et ils sont en train de redonner les moyens aux différents pays du monde. Mais ils ne veulent pas les rattacher comme les Américains l'avaient fait avec le dollar, avec la Banque mondiale, avec des dettes, avec des choses. Ils veulent vraiment donner une forme d'autonomie, et en plus, ils s'adressent à des pays auxquels ils demandent d'être extrêmement vigilants à la manière avec laquelle ils travaillent avec d'autres. Les Houthis du Yémen, qui après une longue guerre fratricide entre factions rivales aidées et incitées de l'extérieur, ont décidé de dire aux Palestiniens qu'ils ne sont pas seuls. Donc au cours des dernières semaines, on a vu des cargos qui étaient coulés au large du Yémen. Donc jusque-là, il y en avait un qui avait été arraisonné. Puis il y avait cette espèce de truc que leurs armes n'étaient pas précises, pas puissantes, pas machin. Et ils ont montré que c'était pas le cas. Et maintenant, ils contrôlent le détroit qui permet l'accès ou la sortie de la mer Rouge. Ils disposent également de missiles précis qui ont donc obtenu des résultats. Le Soudan, c'est pas la même histoire. Le Soudan devait accueillir des bases russes et chinoises, et on sait qu'au moment où tout ça allait être formalisé, signé, les guerres civiles au Soudan, dont on parle pas beaucoup, comme on parle pas beaucoup malheureusement de tout ce qui se passe au Congo, Gabon, enfin dans énormément de pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays-là, qui sont des antichambres encore de l'Empire? Mais évidemment, ça vaudrait le coup d'en parler, mais ce ne sont pas les lieux où se passent les grandes lignes de force. Donc c'est triste d'oublier des gens qui souffrent, mais c'est nécessaire si on veut réussir à comprendre les enjeux du moment. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai expliqué, il faut hiérarchiser. C'est-à-dire, si on parle de la même manière d'une dispute dans une boulangerie pour le voile et que ça devient l'actualité pendant une semaine, on sent bien qu'on est manipulé, que c'est volontaire, que ça a été préparé
pour nous liquéfier le cerveau avec des bêtises. On a l'affaire Puff Daddy, voilà, qui a vite été étouffée, on n'en parle plus tellement, qui aurait pu relancer le dossier Epstein et les ramifications à Washington, Hollywood et beaucoup disent Tel Aviv et le Mossad. On aimerait bien quand même que ce sujet soit creusé. Le sujet qui concerne qu'est-ce qui se passait sur l'île. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Alors, je vais pas faire toute cette vidéo, donc pensez véritablement à liker, à partager, pensez au miel, pensez à me contacter. Je vais faire une autre partie dans laquelle je parlerai des voyages de Emmanuel Macron. Je parlerai également de l'assassinat par bombardement de toutes les personnes qui étaient dans un consulat d'Iran, dans le consulat d'Iran à Damas. Je parlerai d'une tentative d'assassinat d'un évêque assyrien en Australie. Je parlerai des scandales, des Twitter Files, des X-Files au Brésil, et donc de l'élection qui a peut-être été faussée, pas qu'une, plusieurs élections. Je parlerai également de la famille royale britannique. Je parlerai également de la Libye, dont le patron de la mission de l'ONU a décidé de jeter l'éponge. Je parlerai des éclipses assez rapidement, mais je décrirai aussi ce qui est en train de se passer avec tous ces complots qui sont fabriqués et qui ont pour but de diviser, de rendre les gens très nerveux. Alors on a par exemple une part importante des personnes qui s'intéressent à la forme de la Terre. On a des gens qui s'intéressent à différentes choses dont je parlerai pour expliquer comment un certain nombre d'organisations ne font que créer, entre guillemets, des faux complots pour effacer les vrais complots qui ne sont pas des complots, etc., etc. Tout est fait pour rendre les choses incompréhensibles, mais surtout pour que les gens se divisent sur des choses stériles qui sont finalement assez peu importantes en temps réel. Et je m'interrogerai aussi sur le fait que le parti LFI est interdit de meeting. Je parlerai évidemment de l'événement majeur des 3 dernières semaines, qui est la rétaliation iranienne massive contre Israël, mais qui n'a pas fait de victimes, mais qui a été un message d'une force incroyable. Et j'évoquerai aussi la position immédiatement adoptée par la Russie et par la Chine. J'évoquerai aussi le fait que maintenant les diplomates russes se lèvent aux Nations Unies quand parle la délégation israélienne. Ils ne veulent plus écouter la déclaration. Et c'est vraiment un geste extrêmement fort pour signifier qu'ils en ont marre d'entendre des gens qui mentent tout le temps. Et pour les Russes, c'est devenu insupportable. Et donc, ils ne font plus semblant, ils ne veulent plus être complices d'une telle perte de temps. Le fait qu'Israël n'a pas répondu aux frappes de l'Iran. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Mais qu'en même temps, au cours des dernières semaines, comme j'avais évoqué, le convoi d'humanitaires détruit, les 3 des fils du patron du Hamas assassinés dans leur maison, mais également une partie de leur famille, et des enfants, donc de ces enfants. Enfin, vous imaginez, c'est comme si on allait tuer le fils Netanyahou. C'est complètement fou. Comment est-ce que on peut légitimement tuer les enfants d'un chef politique? Enfin, c'est incroyable. Ça devrait soulever beaucoup d'indignation, comme des meurtres de... Donc, c'est des vraies questions qui doivent être posées, parce qu'en fait, les enfants ne doivent jamais être la cible. Et les personnes qui sont liées à des familles ne doivent pas être condamnées parce qu'ils sont de la même famille que quelqu'un. C'est quand même un comble de procéder de cette manière-là. Et surtout de la part d'une armée qui est très morale et extrêmement précise. Donc des doubles langages, des doubles standards qui sont véritablement consternants. J'ai évoqué, j'en parlerai un peu plus en détail, les 61 milliards pour l'Ukraine, les 26 milliards pour Israël et les autres sommes. Mais je parlerai aussi de 11 enfants qui ont été tués sur le coup par un bombardement sur une aire de jeu où il n'y avait que des enfants.
et d'autres estropiés, etc. Et personne n'en a parlé, alors qu'il y a les images, il y a toutes les informations. Je parlerai des pluies diluviennes et donc de l'encensement climatique à Dubaï et à Oman. Et à tel point qu'il y a des gens qui peuvent nager. Je parlerai du fait que la Russie demande des sanctions contre Israël aux Nations Unies, mais ne les obtient pas. Je parlerai de cette tentative de guerre civile, de révolution en Géorgie, de révolution de couleur. Je parlerai de ce qui se passe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je parlerai de la fin de l'électricité maison en Ukraine. Et donc là, les services ukrainiens essaient de trouver plein d'équipements pour réparer des centrales à droite et à gauche dans d'ex-républiques soviétiques pour voir si elles ont encore du matériel dont ils ont besoin parce que sinon ils vont devoir également demander de l'électricité à tous leurs voisins. Et on sait que l'électricité, s'il était chaud, il y a plus de consommation d'électricité maintenant en été qu'en hiver. À cause des climatisations, tout ça. Donc ça pourrait être très très difficile à gérer. Toujours pas de conclusion pour Notre-Dame, dont c'était au cours des 3 dernières semaines les 6 ans. Mais plein de choses. La statue de Saint-Michel aussi, à Kiev, ils voudraient enlever, une statue qui avait été offerte par Catherine II. Et il y a plein de prophéties autour de ça. D'Américain qui s'est immolé devant le criminel de New York, Max Azzarello, donc dans la suite d'Aaron Bushnell, et qui avait des thèses intéressantes sur ce qu'il appelle la pyramide de Ponzi du mensonge. Joe Biden, qui est candidat à sa réélection, et à chaque fois maintenant qu'il fait un discours, il y a des gaffes et des bévues. La scène qui est pas propre. Bref, je parlerai de tout ça avec beaucoup de plaisir. Merci de me contacter, merci de vous abonner, merci de me soutenir, merci de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.